Le gouvernement rwandais avait dernièrement annoncé la création du fonds de développement baptisé Agaciro Development Fund. Eh bien, ce fonds a été officiellement inauguré par le président de la République, Paul Kagame. C'était l'un des objectifs que nous avions depuis très longtemps, le construire au pays. Ceci consiste à faire comprendre aux Rwandais que ce sont eux les premiers à construire le pays. Je ne connais aucun pays au monde qui doit sa dignité aux autres. Ça n'a jamais existé. Le président de la République a fait appel à tous les Rwandais qui aiment leur pays de soutenir cette initiative en finançant volontairement ce fonds de développement du Rwanda. Afin de faciliter le financement du fonds Agaciro, le gouvernement a ouvert plusieurs comptes dans différentes banques. Le système de messagerie téléphonique aussi a été mis en place dans ce but. Ce fonds pourra être approvisionné par les cartes bancaires des volontaires. Lors de cette cérémonie, des sociétés œuvrant au Rwanda et de personnes individuelles ont donné de l'argent dont la somme de plus d'1 milliard de francs rwandais. Les membres du gouvernement ainsi que le président de la République en personne ont également contribué en mettant à disposition 33 millions de francs rwandais. Ce fonds sera approvisionné chaque année et il sera utilisé suivant des nécessités bien expliquées à la population afin de lutter contre sa mauvaise utilisation. L'autre importante chose à faire, c'est de bien gérer leurs fonds publics. Si les Rwandais se sont donnés pour financer leur propre développement, il faut que cette dignité leur revienne. Plusieurs comptes, c'est pour faciliter les gens, mais il y a un seul compte dit que toute opération sera faite. Agaciro Development Fund ne supprime ni les taxes dans l'intérieur du pays, ni les dons que la communauté internationale offre au Rwanda. Il est créé pour renforcer la capacité des Rwandais dans le développement du Rwanda. Il est un complément. Alors que la Libye tente de se relever de la guerre civile de l'année dernière, les plaies sont encore vives. Des milliers de familles libyennes ne savent toujours pas ce qui est arrivé à leurs proches disparus. Osama fait partie de ceux qui sont sur les traces de l'air. Il y a un an, pendant que les combats faisaient rage à Tripoli, son père a disparu. La famille a cherché partout pour savoir ce qui lui était arrivé. Nous avons vu sur YouTube cette photo montrant 3 morts. C'est lui. Il porte les mêmes vêtements que quand il a quitté la maison. À partir d'indices tels qu'un impact de balles dans les murs, Osama a conclu que son père était mort pendant la bataille de Babalazia. Des témoins ont également confirmé avoir vu le père d'Osama quand il a été tué avec d'autres personnes. La personne suspectée d'avoir tué le père d'Osama a été arrêtée récemment, mais le corps n'a toujours pas été retrouvé. Bien sûr, il est important que nous sachions où est sa dépouille, pour aller voir sur sa tombe et de toute façon, juste pour savoir. Ses deux sœurs, Soumaya et Awatif, recherchent elles aussi désespérément les 3 frères. Pendant 12 ans, elles ont vécu dans l'espoir qu'ils étaient toujours vivants. C'est différent quand on vous remet un corps après un décès. Vous savez que c'est votre parent, vous acceptez sa mort et vous le pleurez. Mais quand on a emmené un proche, qu'on l'a mis en prison, tué et enterré, et que vous ne savez pas vraiment ce qui est arrivé, cela fait vraiment mal. Le comité international de la Croix-Rouge continue d'aider les ministères libyens des familles afin de retrouver les traces des personnes portées disparues et notamment pour la récupération et l'identification des restes humains. Il y a eu en Libye plusieurs événements où des gens ont disparu, ont été arrêtés ou sont morts et où les familles ne savent tout simplement rien. Elles n'arrivent pas à faire leur deuil. Ce n'est pas juste une question d'obligation légale, c'est une question d'humanité. Le 30 août de chaque année, la communauté internationale attire l'attention sur le sort des personnes disparues ou emprisonnées contre leur gré à travers la Journée internationale des personnes disparues instaurée en 1983. Les organismes de lutte pour la défense des droits de l'homme basés à Dakar s'insurgent contre l'exécution en Gambie de 9 détenus sur les 47 actuellement dans le couloir de la mort. Ils dénoncent les agissements du régime du président Yahya Jammeh et remettent en cause l'indépendance de la justice gambienne. Nous savons aujourd'hui qu'en Gambie, vous avez des juges privés. Vous n'avez pas de juges fonctionnaires. Aucun juge gambien n'accepte de juger dans les conditions imposées aujourd'hui par Yahya Jammeh. Les juges sont des Nigérians, sont des Ghanéens qui bénéficient des contrats à durée déterminée. Ils sont payés à coût de milliards pour exécuter les sales besognes de Yahya Jammeh. Suite à de nombreuses requêtes auprès de la Cour africaine, les défenseurs des droits humains estiment que les organisations sous-régionales et la communauté internationale doivent réagir sans tarder et sanctionner le régime gambien et son président. Nous allons mettre toutes nos forces en commun, aussi bien les organisations africaines
que les organisations internationales pour faire en sorte que Yaya Jammeh dégage. C'est ça la solution. Les dernières exécutions de prisonniers en Gambie, où se trouve le siège de la Commission africaine des droits de l'homme, remontaient auparavant en 1982. Parmi les exécutés figurent un Mauritanien, 2 Sénégalais et 6 Gambiens, dont 3 anciens militaires, reconnus coupables en octobre 1998. Une trentaine de décideurs et des chefs d'état-major des armées de l'air à travers l'Afrique et les États-Unis se concertent à Dakar sur des approches communes afin d'améliorer la sécurité dans leur espace aérien. Cette conférence est très importante. Nous avons déjà discuté des procédures à suivre pour la prochaine étape de nos discussions. La conférence nous donne ici l'occasion d'entamer des plans d'action dans le cadre d'efforts collectifs pour promouvoir la sécurité en Afrique de l'Ouest. Selon les participants, la situation sécuritaire en Afrique particulièrement requiert une harmonisation des actions et une standardisation des procédures d'intervention. De par sa mobilité et sa rapidité, les chefs d'état-major estiment que l'armée de l'air reste un moyen efficace pour répondre aux préoccupations de sécurité régionale. La situation est instable, donc je pense que c'est d'actualité de faire en sorte qu'aujourd'hui nos armées de l'air non seulement soient ensemble, mais soient aussi compétitives. Le vecteur aérien devait être mieux valorisé, en tout cas dans le cadre de la sécurité globale de ce que nous voyons en Afrique en général, mais en Afrique de l'Ouest tout particulièrement. Le cas du Mali est un cas à la limite d'école que nous allons prendre en compte ici lors de nos discussions. Placé sous le thème « Au-delà des partenariats, construire des cadres opérationnels de coopération », la conférence de 2 jours est organisée par le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, en collaboration avec le département d'État américain de la Défense et la Force aérienne du Sénégal. Urbaniser et assainir Kinkala, capitale du département du Poul au Congo-Brazzaville, 2 tâches qui n'auront pas été faciles à conduire au cours de la municipalisation accélérée de cette entité administrative, puisque cette ville ne disposait guère d'un plan cadastral susceptible de faciliter l'aménagement des terrains et la construction des infrastructures. La ville n'est pas tracée, la ville n'a pas tellement un plan cadastral qui intéresse tout le monde. Les propriétaires fonciers n'ont pas intégralement les papiers convenables. C'est un peu ce qui nous embête. C'est difficile qu'un client, qu'un transporteur vous dépose à domicile pour dire « Vous voyez mon adresse à Kinkala, j'habite dans la rue Tant et là-bas ». Pour y parvenir, une enveloppe de 530 milliards de francs CFA avait été allouée par les pouvoirs publics. Question de changer l'image de Kinkala et partant du Poul, l'objectif défini, mais il fallait une méthode qui aurait permis de faire face à l'une des difficultés majeures de cette modernisation, le coût élevé des expropriations, afin de s'approprier les espaces et construire. Gérer au mieux les assainissements pour pouvoir construire et aussi créer les espaces, configurer la ville, urbaniser la ville, en tenant compte que les espaces véritablement libres ne sont pas assez disponibles. D'où le lot d'expropriation. Aussi, la ville de Kinkala se construit-elle avec une touche particulière, la construction des logements sociaux. Là, ce que nous faisons à Kinkala, c'est nouveau quand même, hein, parce que depuis qu'on a commencé la municipalisation, c'est la première fois qu'on intègre à ce projet la construction de logements. Nous le faisons aujourd'hui, on aura 200 logements ici. Là, on va transformer quand même complètement Kinkala. Somme toute, Kinkala change, elle se métamorphoserait davantage, certainement dans 3 ans, après l'achèvement de tous les travaux liés à sa municipalisation accélérée, pouvait déduire le ministre congolais de la construction et de l'urbanisme. Les blanchisseurs sont à pied d'œuvre. Chaque matin, ces hommes chargés de vêtements arrivent au bord de la rivière du Bonko, située à Yopougon, dans un quartier populaire d'Abidjan. Ils sont près de 200 à la tâche. Ils lavent et font sécher une centaine de vêtements et de pagnes. Un métier pénible qui rapporte peu.
C'est un travail difficile, ce n'est pas facile de laver les habits. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de faire ça. Si nous trouvons une autre activité, nous partirons. Mais pour le moment, nous sommes là. Nous ne gagnons pas beaucoup, mais nous n'avons pas le choix. Surnommés les Faniko, qui signifie blanchisseurs de pagnes et de vêtements en langue malinké, ils viennent essentiellement du Mali. À 15 ans, Boubacar aussi est venu tenter sa chance et gagner de l'argent. Je viens du Mali, je travaille et j'économise mon argent. Quand j'aurai assez d'argent, je retournerai dans mon pays. J'achèterai des baies et je deviendrai fermier. Et malgré le nombre important d'habits qu'ils lavent, les Faniko se trompent rarement. Les clients leur remettent leur linge le matin et à la fin de la journée, les blanchisseurs les rapportent sans confusion ni perte. Nous lavons les habits et quand nous finissons, nous les rendons aux clients. Il faut une bonne mémoire pour ne pas se tromper dans la répartition des vêtements. Même si cette activité pollue l'eau du Banco avec le savon utilisé, les Faniko font partie depuis des années de la carte postale d'Abidjan.